Bonjour, je suis Emmanuelle Piette, médecin départemental de PMI en Seine-Saint-Denis et je coordonne depuis 30 ans la campagne de prévention et des agressions sexuelles et de la maltraitance à l'encontre des enfants. Cette campagne est destinée à faire de la prévention auprès des enfants, mais faire de la prévention, ça veut essentiellement dire essayer de repérer les enfants victimes pour les prendre en charge le plus tôt possible, et c'est de la prévention secondaire ou tertiaire pour que ces enfants aillent mieux et pour qu'ils ne passent pas dans le camp des agresseurs quand ils seront grands. L'idée de faire de la prévention auprès des enfants concernant les agressions sexuelles, c'était quelque chose de relativement simple parce que théoriquement en France, les agressions sexuelles c'est interdit à l'encontre des enfants. Je dis bien théoriquement parce que ce qui est interdit, c'est surtout d'en parler. Les enfants ont un mal fou à parler des agressions sexuelles parce qu'ils sont sous contrainte, que les agresseurs leur ont dit qu'il ne fallait pas parler, qu'ils devaient se taire et que c'était le secret. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que les agresseurs sexuels d'enfants, ils ont tous une stratégie très particulière qui consiste d'abord à choisir leurs victimes au plus près, des petits garçons, des petites filles, des garçons impubères, des petites filles de 5 ans, enfin je veux dire qu'ils ont un choix. Et puis ils isolent leurs victimes et ils leur brouillent la tête. Tout le monde fait ça, si tu m'aimes tu me fais ça, des choses comme ça. Et puis la dernière chose, ils leur disent que c'est un secret et qu'il ne faut pas en parler. Et pour dire que c'est un secret et qu'il ne faut pas en parler, ils ont des arguments, je dirais frappants, c'est-à-dire si tu parles, ta mère se tuera, si tu parles, je te retrouverai, je te tuerai, si tu parles, tout le monde le saura, ça sera la honte sur toi, des choses comme ça qui font que les enfants, et que c'est dit à des moments terribles pour les enfants, ce qui fait que les enfants ont très peur et sont sous le sceau du secret. C'est pour ça que une des choses qui va nous faire de la prévention, c'est de les encourager à parler, de les aider à parler et de leur montrer que ces secrets-là, c'est des secrets dangereux. Alors la prévention, elle peut être faite avec des supports audiovisuels variables, et nous on avait choisi de les faire avec des supports canadiens, Mon corps c'est mon corps, mais on peut utiliser d'autres supports, et d'ailleurs on en a utilisé, dont l'objectif est d'abord de montrer aux enfants ce que c'est que le respect, qu'on leur doit le respect, qu'on ne doit pas leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie et qu'ils ne doivent pas faire des choses que les autres n'ont pas envie. Et c'est vrai qu'avec cette prévention, on va beaucoup travailler avec les enfants sur la confiance qu'ils peuvent se faire dans leur ressenti. C'est eux qui savent ce qui est agréable pour eux ou pas. Et on a le droit d'exiger de ne pas subir les choses qu'on ne trouve pas agréables. Alors, c'est facile à peu près pour les agressions sexuelles parce que c'est interdit. Les enfants comprennent très bien et quand on leur parle comme ça, très rapidement, ils vont pouvoir dire et parler de ces agressions sexuelles qu'ils ont subies. Et si on fait bien de la prévention, dans une classe, on va avoir au moins 1 ou 2 révélations, puisque ce qu'on sait de la fréquence des agressions sexuelles en France, c'est plus d'un enfant par classe a subi ou subira, avant l'âge de ses 18 ans, des agressions sexuelles répétées de la part de quelqu'un qu'il connaît. C'est donc un problème massif pour lequel la prévention est indispensable. Une fois qu'on parle de ça, tout d'un coup, et surtout quand ils sont petits, c'est très facile de faire de la prévention dans les classes, même pour des enfants de 5 ans, de grande section de maternelle. Et c'est vraiment un âge auquel il faut commencer à faire cette prévention, parce que les enfants n'ont pas encore été trop attaqués par la consigne de secret. Tout d'un coup, quand ils comprennent, ils parlent très spontanément. L'autre classe d'âge auquel on fait les séances de prévention, c'est le CM2, les enfants ont 10-11 ans. Là, ils ont déjà été très fortement impactés par la consigne de secret et ils vont avoir beaucoup plus de mal à parler. Nous recommandons de faire de la prévention systématique à tous les enfants, classe publique, classe privée, puis là partout où il y a des enfants, y compris dans les endroits IME ou sur les petits-enfants qui sont déjà abîmés, pour pouvoir parler avec eux du respect du corps, du fait qu'on n'a pas le droit de les tripoter, de leur faire des choses sexuelles. C'est eux qui doivent en parler et qu'on pourra les aider. Je dirais ça, c'est une consigne très importante parce que les enfants, à ce moment-là, font des révélations. Et on s'aperçoit que quand les enfants sont sollicités de cette façon-là en groupe, eh ben, on obtient, avec des animateurs compétents, une révélation par classe. Faire de la prévention de la maltraitance, des punitions corporelles, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en France, nous avons un vrai problème dans notre loi. Puisque, en vrai, il n'est pas interdit en France de taper les enfants. Alors que les violences volontaires sont interdites et punies par la loi, que c'est même une circonstance aggravante
quand on est une personne ayant autorité, la jurisprudence admet très tranquillement qu'on peut faire des punitions corporelles éducatives. Et du coup, quand on fait de la prévention de la maltraitance auprès des enfants, on se heurte à, vous savez les enfants, on peut vous protéger quand vos parents vous tapent trop. Et ça c'est insoutenable, très difficile à dire et incompréhensible pour les enfants. C'est pour ça que la première prévention en matière de maltraitance, ça serait que la France rejoigne enfin les 28 pays européens qui ont signé la charte et qui dit que toute punition corporelle est interdite. Jusque-là, moi j'ai toujours trouvé très compliqué de faire de la prévention collective sur la maltraitance. Chacun a son échelle de valeur, une petite claque pour certains, des coups de martinet pour d'autres, des casseroles d'eau bouillante pour les troisièmes, et ça va être très compliqué d'expliquer ça aux enfants. Moi, la première fois que je suis allée dans une classe pour parler maltraitance, j'ai dit qu'est-ce qui se passe à la maison quand vous faites une bêtise, mais 22 enfants sur 24 connaissaient le coup de martinet, la ceinture à boucle, les claques, les fessées, la casserole d'eau bouillante. Donc 22 sur 24, c'est beaucoup. Et il y en avait que 2 qui, quand ils faisaient une bêtise, étaient punis. Donc il y a toute, dans la prévention, en dehors de la maltraitance, il y a toute une éducation à la parentalité, à qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas les taper. Et c'est autour de ça qu'il va y avoir une autre forme de prévention, pour les gens qui ne sont pas des bourreaux, pour les gens qui ne sont pas dans des tentatives de destruction d'enfants, qui sont sur l'aide à la parentalité, qu'est-ce qu'on peut faire, je veux dire, une éducation non violente. Donc il y a 2 pôles, il y a à la fois pour tout le monde une éducation non violente, ah excusez-moi j'ai pété les plombs, j'étais énervée, mais quand on a pété les plombs et qu'on était énervé, si c'est un enfant de 2 ans, on va le taper, si c'est un gros camionneur, on va se faire tout petit et on ne va pas y aller. Donc c'est des choses autour de ça qu'il va falloir les aider à comprendre, ces parents, que il y a des tas d'autres façons d'élever les enfants de façon non violente et pas en les laissant faire tout. C'est ce qu'on va nous dire. Hein. Si on ne peut pas les taper, ils vont devenir des enfants rois qui font tout. C'est pas du tout ça. La prévention, c'est 2 choses. À la fois, c'est une éducation à la parentalité, une loi interdisant les punitions corporelles et des aides à comprendre pour les parents comment faire. Parce que quand on a été élevé avec des coups et des fessées, c'est compliqué de penser qu'on va élever les siens sans coups et fessées. Donc ça veut dire un vrai travail sur la façon dont on a été élevé. Ça, je dirais, c'est en population générale. Et puis, par ailleurs, c'est un dépistage des enfants victimes, là, de maltraitance grave. Et en fait, dans la prévention, il y a 2 choses. Il y a une éducation tranquille et puis il y a un diagnostic à faire qui est très compliqué entre la maltraitance et l'erreur éducative. Et je dirais que c'est le 2e grand volet de ce qu'on doit faire si on veut faire de la prévention, c'est ne pas se tromper. Penser qu'on est avec un enfant pour lequel les parents font commettre des erreurs éducatives. Et là, en fait, quand on commet une erreur éducative, ça veut dire qu'on peut s'améliorer, ça veut dire qu'avec des conseils, avec un accompagnement, on va pouvoir mieux s'intéresser à l'enfant et mieux s'en occuper et qu'on peut protéger cet enfant en le laissant à des parents qui vont réparer leurs erreurs éducatives. Et où on est, et c'est la 2e grande catégorie, avec des parents qui sont dans des tentatives de destruction d'enfants, et là, il n'y a rien à leur apprendre. Ils sont en train de détruire leur enfant. Donc ça ne sera pas la même conduite. Et donc, en protection de l'enfance, dans la maltraitance, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic différentiel entre l'erreur éducative et la maltraitance grave. Si je fais la différence entre l'erreur éducative et la maltraitance grave, j'aurai une prise en charge différente. On voit bien que agression sexuelle, c'est pas une erreur éducative, c'est de la maltraitance grave. Mais coup de martinet, je prends coup de martinet parce que c'est rigolo, c'est un truc où encore on en vend 300 000 en France tous les ans. Mais c'est au rayon chien, mais c'est quand même pour les enfants que ça sert. Coup de martinet, ça peut être juste éducatif, un peu rude, mais certes. Ou bien ça peut être de la maltraitance grave. Et c'est ça, le diagnostic va être difficile à faire et il va falloir le travailler. Pour aider à penser la maltraitance grave, c'est-à-dire la tentative de destruction d'enfants, moi j'appelle ça des ogres. Pourquoi j'appelle ça des ogres? Parce que c'est comme les ogres, ça aime bien la chair fraîche et ça tient à la garder. En dehors des ogres qui commettent des viols et des agressions sexuelles, que là, on peut comprendre et c'est assez simple. Il y a des tas de choses qu'on peut chercher pour essayer de faire ce diagnostic-là. Alors je vais d'abord penser les punitions corporelles justement. Comme je disais il y a 2 minutes, les punitions corporelles, ça pourrait être juste des erreurs éducatives. Il va falloir chercher en particulier les coups avec objet. Et dans les coups avec objet, il va falloir chercher qui va chercher l'objet et comment. Souvent, dans les tentatives de destruction d'enfants, c'est l'enfant qui va chercher le martinet
dans le 3e tiroir de la commode à l'étage. Elle monte l'escalier, elle ouvre la porte de la chambre de maman, elle ouvre le tiroir, elle prend le martinet, elle referme le tiroir, elle n'oublie pas de fermer la porte, elle redescend, elle donne le martinet à maman pour prendre sa tannée. On voit bien que là, en plus des coups, il y a aussi l'installation d'un climat de terreur. Ça fait peur. Et quand on pense à cette petite fille qui fait tout ça, on pense à ce qu'elle pense. J'en ai vu une, elle allait dans le jardin tailler une baguette de noisetier. Alors je lui ai dit, t'en prends une petite? Elle a dit oui, mais j'y retourne 3 fois, jusqu'à ce que le truc soit assez gros pour faire mal. Et bien on voit comment c'est travaillé dans la tête de l'agresseur, qui était en l'occurrence une maman là, et on voit à quel point c'est destiné à faire mal. Alors ça peut être l'enfant qui va chercher l'objet, mais ça peut être aussi le parent qui la ramène. Et je me souviens d'une femme qui me racontait que quand elle était petite, son père ramenait du chantier un fagot de baguettes de chantier, j'ai jamais trouvé ce truc-là nulle part, qui était destiné à taper. Et donc, il mettait le fagot à l'entrée, devant la porte. Donc, quand tu rentrais, tu voyais ce fagot et tu voyais que peut-être si tu étais pas sage ou même n'importe quoi, tu prendrais. Alors, j'avais dit, ben, j'espère que vous l'avez brûlé, ce fagot. Parce que, et oui, et il a ramené un autre fagot. Et là, il s'en est servi. Donc, on installe le climat de terreur. Et que pour les gens qui font du domicile, eh bien, les objets servant à taper qui sont en décoration ne sont pas là que pour faire joli. Je veux dire que quand tu rentres dans une entrée et qu'il y a un martinet ou un nerf de bœuf pendu, bon d'accord c'est joli, ben ça n'est pas là pour ça. C'est là pour dire, ici, on est dans le climat et on est dans la terreur, tu risques de prendre des coups. Donc ça c'est des clignotants pour les personnels qui font du domicile. Tu rentres dans une maison, tu vois un fusil sur la cheminée, bon oui c'est joli un fusil, mais à quoi ça sert d'autre? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit avoir des clignotants. Donc, je parlais des coups, voilà ce que je veux dire. L'autre chose qu'on va avoir avec les coups, c'est la difficulté qu'ont les ogres, les parents maltraitants, à laisser leurs enfants dans des endroits où on ne les tape pas. Je veux dire l'école, la crèche, l'assistante maternelle. Parce que pendant tout ce temps-là où ils sont là, leurs enfants, ils ne sont pas tapés. Et ça, pour les ogres, c'est quelquefois un peu ennuyeux. Donc, ils viennent le dire au personnel. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être très attentif. Ils viennent dire au personnel, vous savez, moi, Caroline, si je ne la tape pas, elle ne fait rien de ce que je lui dis. Si vous avez du mal avec elle, si vous avez des difficultés en mathématiques, surtout ne vous gênez pas, je vous autorise à la taper. Et quand il dit ça, le parent, il tombe sur un professionnel qui, au mieux, va dire « Oh ben non, quand même ». Et pourtant, il y a 3 choses à dire à ce moment-là, tout de suite. Moi, vous savez, je travaille dans un service public où on n'a pas le droit de taper les enfants. Caroline, je m'en tire assez bien sans la taper. Et puis vous, si vous la tapez trop, vous pourriez avoir des ennuis avec la justice. Parce que pourquoi il fait ça, cet ogre? Il fait ça, il vient nous le dire, parce que il veut nous coincer. D'abord, il le dit devant Caroline. Et ça, c'est un petit message pour Caroline. Tu vois, je l'ai dit à ta maîtresse, ta puéricultrice, que je te tapais, elle n'a pas protesté. Ça ne sera pas auprès d'elle que tu pourras chercher de l'aide. Vous voyez, il y a une rupture d'aide pour Caroline là. Il est en train de te mettre dans son camp. Et puis il dit à Caroline, tu vois, je lui ai dit, elle n'a pas protesté. Et puis à toi, il dit, je te l'ai dit que je la tapais. Tu n'as pas protesté à ce moment-là. Pourquoi maintenant tu viens faire un signalement? Donc en même temps, il lie les mains. C'est pour ça que c'est très important de protester tout de suite et de ramener de la loi. Et en général, qu'ils reviennent quand même. Parce qu'on dit, si on leur dit ça, ils ne reviendront pas, si, ils reviennent. C'est la même chose quand ils viennent dans la classe ou à la PMI ou quelque part avec le gamin, qu'ils le cognent devant nous en disant, vous voyez, il a un mauvais bulletin, je le tabasse, vous voyez, c'est pour qu'il travaille mieux, j'ai déjà tout fait. Et bien là, c'est la même chose. Accepter qu'un enfant soit tabassé dans le bureau du directeur, de l'instituteur, etc., c'est être complice. Et donc, il va falloir dire tout de suite, ici, on ne tape pas. Et si vous tapez trop, c'est immédiatement la police. Et moi, je pense que c'est un signe grave de risque de maltraitance grave quand ces parents viennent montrer comment ils tapent les enfants devant les gens qui sont chargés de les protéger et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir dire au juge. Sur les coups, on voit à peu près de quoi je parle quand je parle de violence grave. Dans toutes les histoires d'ogres ou de maltraitance grave, il y a une composante alimentaire. Et ça n'est pas goûte un peu, ça c'est de l'erreur éducative. C'est manger les épinards, les vomir, les ravaler. C'est manger des excréments, ne jamais manger à sa faim, ne manger que des trucs qu'on n'aime pas, ne manger jamais à table avec les autres, manger dehors sur le balcon, toujours manger froid, se brûler en mangeant. Ça, c'est des comportements d'ogre. Les enfants ne peuvent pas le dire si on ne leur
laisse pas penser qu'on sait que ça existe, parce qu'ils ont peur de nous dégoûter. Ils pensent qu'on va dire que c'est dégueulasse, et c'est dégueulasse. Mais si on sait que ça existe, ils peuvent le dire très bien. Et ils peuvent le dire très bien si, par exemple, on dit à l'enfant, mais comment ça se passe les repas? C'est quoi que t'aimes pas? Et bien le gamin, il va dire les épinards. Et bien il y en a souvent le soir, il y en a souvent chez toi les épinards? Et bien à midi et soir. Là, on va quand même se poser des questions. Et même chose pour les parents, c'est des diagnostics difficiles, différentiels, et il y a un certain nombre de parents qui vont dire des choses. Si on lui dit comment ça se passe les repas, qu'est-ce qu'il n'aime pas, les raviolis, vous en cuisinez souvent des raviolis? Ah ben, matin et soir, il faut qu'il apprenne à aimer. Là, on voit bien que quelque chose ne va pas. Et on va commencer à pister. Mais c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. La composante alimentaire dans les histoires de maltraitance grave, elle est quasiment permanente. La même chose avec l'eau. Avec l'eau, il y a une composante noyade, bain glacial, bain brûlant. Moi, j'ai vu des enfants brûlés au 3e degré sur l'ensemble du corps. Ça n'est pas que la mère est idiote et que ne sait pas que le bain doit être à 37 degrés, qu'il aurait fallu mettre le coude. C'est quand même que le gosse a mis une fesse, a hurlé et qu'elle a continué à l'enfoncer. Sans ça, il n'y aurait pas un 3e degré. Mais nous avons, nous, les gens qui nous occupons d'enfants, un vrai problème parce qu'on est trop gentils et qu'on n'a pas envie d'imaginer que certains d'entre nous sont des bourreaux. Et c'est, je dirais, le pire ennemi de la protection de l'enfance. C'est les professionnels de la protection de l'enfance parce qu'ils n'y croient pas, ils n'ont pas envie d'y penser et ils n'ont pas envie de le savoir. Je vais dire les tâches ménagères. Trop tôt, inappropriées, illégales. Faire la vaisselle à une petite fille de 5 ans, la vaisselle de toute une famille, et attendre qu'elle casse le verre pour aller lui faire tailler la baguette de noisetier, ça n'est pas de l'erreur éducative. C'est de la maltraitance grave. Faire le repassage à un petit gars pour toute la maison et que papa change 3 fois par jour de chemise, ça n'est pas de la participation aux tâches ménagères, c'est de la maltraitance grave. Nous avons des enfants esclaves et nous ferions bien de nous en soucier un peu. Ces enfants n'ont pas à faire tout ça. Envoyer l'enfant acheter les 12 bouteilles de bière avec lesquelles je vais prendre ma bituelle et le tabasser après, c'est illégal. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'envoyer les enfants acheter de l'alcool. On ne devrait pas leur vendre non plus. Après les tâches ménagères, entre guillemets, je dis les mots. Avec des mots, on peut flinguer un enfant et détruire vraiment un enfant de façon extrêmement simple. Et ça peut se dépister relativement facilement. Les plus graves ne trouveront jamais un mot gentil sur l'enfant. Ressemble trop à son père, trop bête, ne lui demandez rien, de toute façon il finira à la DAS. N'est même pas capable de comprendre rien. T'as encore loupé, c'est encore lui, il nous fait chier. Quand j'étais enceinte, j'étais malade comme tout. J'ai failli exploser à l'accouchement. Tous ces mots sur lesquels l'enfant ne peut pas grandir. On grandit, on se développe, on pousse quand on est un enfant dans un regard sympa, dans quelque chose qui prouve que tu vas y arriver, dans quelque chose qui monte. Et bien, dans la maltraitance grave, il y a pratiquement toujours un discours extrêmement négatif sur l'enfant, voire chaud-froid. Et c'est pas terrible non plus. Mais les mots peuvent vraiment flinguer, même sans le reste, on peut flinguer un gosse. J'ai une attention particulière et des clignotants très particuliers pour les enfants qui portent malheur. Et malheureusement, assez souvent, on les ethnopsychiatrise en disant c'est de la culture. C'est pas de la culture, c'est la grande culture de la maltraitance. Parce qu'au fond, si tu as autour de toi un enfant qui porte malheur, si tu voulais retrouver le bonheur, le plus simple serait de supprimer. Et c'est des enfants qui sont en grave risque de mort psychique ou physique. N'oublions pas que c'est en France 2 enfants par jour qui sont tués par leurs parents. Voilà, avec ces éléments-là, je pense qu'on peut arriver mieux à faire un diagnostic de maltraitance grave plutôt qu'un diagnostic d'erreur éducative. Donc j'ai essayé de montrer qu'on pouvait faire la différence. C'est important parce que si on veut s'occuper de protection de l'enfance, il faut bien pouvoir faire la différence. Et c'est peut-être cette étape-là que les professionnels ne savent pas très bien faire. Et on le comprend parce que c'est brouillé par le message des agresseurs. Quand on est devant une classe, quand on est devant une section de crèche, dès qu'on a 20 enfants, on a devant soi un enfant qui subit des maltraitances graves. Au moins un, voire un et demi. Bon, on ne va pas le couper dans le bon sens. Donc c'est assez important de se dire qu'on va essayer d'en louper le moins possible, parce que plus on va les dépister tôt, plus on va les aider tôt, meilleur ça sera. Alors, ce qu'on sait pour les enfants qui parlent, c'est relativement simple.
on va faire un diagnostic d'un enfant qui ne va pas bien et on va essayer de voir comment on peut faire. Mais en général, moi je trouve que les professionnels sont compétents à voir que les enfants ne vont pas bien et émettent des signaux de souffrance. Pratiquement tous les professionnels connaissent à peu près tous les signes de souffrance des enfants, suivant l'âge. On peut avoir des enfants très figés, très braillards, tout tristes, ne mangeant pas, cassant leur coupe de poids, il y a des choses comme ça, des enfants hyperactifs, des enfants figés. On voit les signaux de souffrance. Et puis quand ils grandissent, on va voir des enfants qui deviennent un peu agressifs, ou des enfants qui sont toujours tabassés, des enfants qui sont sous la mêlée tout le temps, ou des enfants qui sont, moi j'appelle ça hyper chiant, mais on voit à peu près ce que ça veut dire, et l'enfant dont on se dit, ah, s'il n'était pas dans ma section de crèche, ça serait le bonheur, ou bien, voilà, ces enfants-là, ce sont des enfants qui émettent des signaux de souffrance que nous voyons, mais que nous ne transformons pas toujours, et c'est ça qui est dommage. Transformer un signe de souffrance avec du sens, ça va être un travail important. Alors, comment on peut faire pour transformer un signe de souffrance, un signal, c'est mieux, en donnant un sens? C'est peut-être ça. Alors, pour les enfants qui parlent, moi j'ai tendance à penser qu'il faut dire deux choses. Il faut dire, ben voilà, je vois les signaux de souffrance que tu envoies. Alors, si on parle comme ça à un enfant de 4 ans et demi, personne ne comprendra rien. Mais peut-être lui dire, écoute, voilà, tu repisses au lit et puis tu es triste, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire dire ce qu'on a vu. Parce que les enfants émettent des signaux de souffrance pour qu'on les voit. Et si on ne les voit pas, ils vont en émettre qui vont les abîmer de plus en plus. Et comme c'est un exercice difficile, on va avoir des choses difficiles. On va avoir des enfants qui vont nous dire bah, « je suis repisse et je suis triste parce que ma mère est morte ». Bon, des choses qu'on peut comprendre. Et puis, il y en a qui vont nous dire « non, ça va très bien ». Alors là, je pense qu'il va falloir leur dire que « toi, tu dis que tu vas très bien, mais moi, je suis quand même inquiète, tu repisses, tu es triste, peut-être que tu veux me le dire une autre fois ». Faire attention à ne pas laisser le temps trop passer, mais avoir une pensée sur le fait qu'il peut venir nous le dire. Ou bien peut-être que tu ne veux pas me le dire à moi, tu peux le dire à quelqu'un d'autre. Et travailler avec l'enfant à qui il pourrait le dire. Parce que quand ils sont petits, ils peuvent oublier pourquoi ils ne peuvent pas te le dire, parce qu'ils sont obligés de se taire, parce qu'on leur a dit qu'il fallait se taire, pour t'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas le dire à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tu vas comprendre. Juste, moi, je me souviens d'une petite fille qui me racontait des horreurs sur ce que son père lui faisait, puis à un moment donné, elle me dit, puis tu vois les pics du mur. Alors, les pics du mur, je ne voyais pas bien, je voyais crochet de boucher et tout, puis tout d'un coup, elle s'arrête net, puis elle regardait fixement un truc qui était derrière moi, qui était la bouche d'incendie. Et elle ne voulait plus rien dire. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu ne me parles plus? J'ai dit des bêtises. Et puis je regarde le truc, j'ai dit, peut-être, qu'est-ce que tu crois que c'est? Elle me dit, c'est une caméra. Moi, mon père, il a dit, si je parle, il le saura toujours, il y a des caméras partout. Quand on pense qu'un enfant ne va pas bien, il faut aller lui demander. Et un jour, il le dira. Et puis, quand on pense qu'il ne va pas bien et qu'il ne dit rien, il faut voir les parents et voir comment, si on est dans cette histoire-là d'erreur éducative, de maltraitance grave, et que de poser des questions sur qu'est-ce que vous faites quand il fait une très grosse bêtise, qu'est-ce qu'il aime à manger, etc. Ça va aider pour un certain nombre à faire un diagnostic. Et le diagnostic, c'est précieux parce que c'est ça qui va déclencher la prise en charge.